You on everything that you've done and everything that you're doing. Thank you. I appreciate that. It's been a very full, it's been a full few months Full for year. sure. Yes. Et si ce n'était pas de simples rumeurs, mais une faille dans les fondements? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit lorsque les révélations ont éclaté. Non pas que je croie immédiatement aux accusations, mais parce que la rapidité, la violence et surtout les réactions ont révélé quelque chose qui dépassait le simple tumulte médiatique. J'ai tout de suite compris que cette histoire ne se résumerait pas à un titre et une phrase de conclusion. Elle touchait à la confiance au silence et à la fragilité d'une institution qui prospère grâce à la certitude. Je suis la monarchie britannique depuis assez longtemps pour savoir que les véritables crises débutent rarement par des déclarations officielles. Elles naissent de frictions, de mots retirés trop vite, de silences qui deviennent pesants, de procédures judiciaires qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Dans ce cas précis, ces frictions sont devenues manifestes lorsqu'une accusation publique a dégénéré en confrontation juridique autour de Meghan Markle, mettant en jeu non seulement des réputations mais aussi les limites institutionnelles. Ce moment a ressemblé à une faille, quelque chose d'ancien a basculé, quelque chose de nouveau est devenu inévitable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'attention s'est déplacée du contenu vers la réaction. Non pas qu'a-t-on dit exactement et comment faut-il interpréter cela, mais qui se tait, qui parle, qui intente un procès. Dans ce changement de perspective, le pouvoir se révèle. Car dans un système qui repose sur le symbolisme, le silence n'est jamais vain. Il est interprété, comblé et parfois même utilisé comme preuve. C'est particulièrement vrai lorsque ce silence est attribué au prince Harry, une figure connue pour ses prises de position franches lors de précédents affrontements. Je me suis demandé ce que signifiait ce silence. Était-ce une prudence juridique, une hésitation personnelle ou autre chose? Cette question n'est pas une accusation, mais une analyse de la situation. Car lorsqu'une action en justice est intentée contre un membre de la famille royale comme Tom Parker Bowles la donne change, il ne s'agit plus d'un scandale médiatique mais d'une véritable épreuve pour l'institution. Et dans ce genre d'épreuve, ce ne sont pas seulement les paroles qui comptent, mais surtout les omissions. Je n'ai véritablement pris conscience de la gravité de la situation qu'à la réception des réactions venues des environs du palais. Non pas comme des confirmations, mais comme des signes de distance. Cette tendance à dépersonnaliser, à parler de partis et de procédures, est compréhensible, mais aussi révélatrice. Elle suggère que le problème dépasse le cadre d'une simple déclaration ou d'une simple vidéo. Il s'agit de créer un précédent. Il s'agit de déterminer jusqu'où s'étend la protection de l'image et où commence le devoir de transparence. Je tiens à être clair, les accusations ne sont pas des faits. Le doute n'est pas une preuve, mais le doute peut être perturbateur, surtout lorsqu'il s'installe dans un contexte fondé sur la continuité. C'est pourquoi cette histoire, quel que soit son dénouement, a un impact. Elle invite à réfléchir sur les liens entre vérité, vie privée et intérêt public. Et elle exige un langage précis, ce qui a cruellement fait défaut dans les premières réactions. Mon attention a également été attirée par le moment choisi. Une action en justice rapide peut certes offrir une protection, mais elle peut aussi donner l'impression que l'enjeu dépasse le simple préjudice d'image. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une observation sur la façon dont de telles actions sont perçues par un public habitué à un calme maîtrisé. Lorsque le calme cède la place à l'urgence, le terrain propice aux spéculations s'ouvre. Et dans ce domaine, les spéculations sont rarement sans conséquences. J'ai également inclus la position du roi Charles III dans mon analyse. Non pas parce qu'il s'est exprimé publiquement, mais précisément parce que son rôle est institutionnel. Chaque escalade soulève la question fondamentale: comment préserver la dignité sans perdre en clarté? Comment éviter que la protection ne soit perçue comme une forme de népotisme? Cet équilibre est fragile et cet événement a révélé sa fragilité. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la rapidité avec laquelle un enfant est devenu un symbole dans un conflit d'adultes. C'est toujours un signal d'alarme. Non pas forcément parce qu'il y a de mauvaises intentions, mais parce que le symbolisme tend à réduire les individus à de simples porteurs de sens. Dans de telles situations, la prudence n'est pas une simple formalité, mais un impératif moral. J'ai constaté que cette prise de conscience influençait ma lecture de tous les messages, non pas ceux qui marquent des points, mais ceux qui perdurent. Les 15 premières secondes de ce récit sont poignantes car elles soulèvent des questions complexes. Que se passe-t-il lorsque les accusations se heurtent aux institutions, lorsque le silence est interprété comme une stratégie et lorsque le jargon juridique remplace les explications publiques? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des questions ouvertes qui détermineront l'issue de cette affaire. Je conclurai cette section par une observation qui donnera le ton à tout ce qui suit. Il ne s'agit pas d'une histoire linéaire. C'est un réseau d'intérêts, d'émotions et de procédures où chaque action a des répercussions. Dans la section suivante, j'explorerai plus en détail la genèse de ces répercussions et pourquoi dans ce cas précis, le silence a pesé plus lourd que les mots.
Dès que les premières démarches juridiques ont été connues, la nature de l'histoire a sensiblement changé. Il ne s'agissait plus d'affirmations isolées ou d'opinions passionnées, mais de rapports de force. Après tout, un procès n'est jamais qu'un simple outil de protection de la réputation. C'est aussi un signal. Il signifie voici une limite et quiconque la franchit en subira les conséquences. J'ai constaté que cette prise de conscience a immédiatement restreint le débat public. Non pas que les gens souhaitaient le moins s'informer, mais parce qu'ils sont devenus plus prudents dans leurs propos. Ce qui m'intriguait le plus, c'était la rapidité avec laquelle le silence prenait une signification propre. Lors des conflits précédents, une réaction immédiate et émotionnelle était presque une marque de fabrique. Désormais, le silence régnait. Aucune explication personnelle, aucune interprétation indirecte par les voies habituelles. Cette absence agissait comme une loupe. Chaque heure sans réponse semblait accroître la tension au lieu de l'apaiser. Je me demandais à quel moment le silence devient-il une stratégie et à quel moment un risque. La prudence juridique est compréhensible. Les avocats déconseillent presque toujours de s'exprimer pendant une procédure judiciaire. Mais dans la sphère publique, surtout autour de la monarchie, le silence est rarement interprété de façon neutre. Il soulève des questions de consensus de doute et de divisions internes. Et c'est précisément là que cette histoire a pris une autre dimension. Il ne s'agissait plus seulement de ce qui avait été dit, mais aussi de ce qui restait incontesté. J'ai constaté que certains commentateurs ont interprété ce silence comme le signe d'une crise en coulisses. Ce n'est pas forcément vrai, mais la perception a sa propre logique. Dans un contexte où le symbolisme est primordial, chaque inaction devient une action en soi. L'absence de message unifié a rapidement été perçue comme l'indice d'un manque de consensus. C'est dangereux pour une institution qui prospère grâce à l'unité ou du moins à son apparence. L'escalade judiciaire a eu un autre effet, elle a déplacé le débat du fond vers la procédure. Au lieu de questions de cohérence ou de contexte, la conversation s'est orientée vers les accusations, les demandes de dommages et intérêts et la compétence. Ce schéma est bien connu. Les procédures structurent le débat, mais elles le limitent aussi. Tout ce qui n'est pas directement pertinent pour l'affaire passe au second plan. Je me suis demandé s'il s'agissait d'un choix délibéré ou d'une conséquence inévitable. Ce qui m'a également frappé, c'est la façon dont les émotions ont été redéfinies selon des critères juridiques. L'indignation est devenue préjudice moral, les excuses, aveu de responsabilité. Le langage se durcit lorsqu'il se fait juridique. Cela peut protéger mais aussi éloigner, surtout lorsque le sujet est sensible et touche à la famille, à l'identité et à l'avenir. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce durcissement rendait le conflit plus difficile à résoudre et non l'inverse. Ce silence avait aussi un impact interne, du moins en apparence. Au lieu de limites claires, l'interprétation laissait place à l'interprétation. Qui se positionne ou qui soutient, qui attend, ces questions finissent inévitablement par se poser même si rien n'est confirmé. Et lorsqu'elles persistent, elles peuvent mettre à rude épreuve les relations. Non pas publiquement, mais dans la prise de décision, la confiance, la propension à prendre des risques. J'ai remarqué que mon attention se portait de plus en plus sur le moment des fuites et des contre-fuites. De petits bribes d'informations apparaissaient juste au moment où le silence menaçait de devenir pesant. Pas de révélation majeure, mais suffisamment pour alimenter la conversation. C'est rarement un hasard. Dans les affaires complexes, le timing est souvent le seul outil de communication restant lorsque les mots deviennent trop risqués. Mais un timing hors contexte peut aussi être perçu comme de la manipulation. La question qui me taraudait était de savoir si ces choix juridiques et de communication permettaient réellement d'atténuer le problème, ou s'ils ne confirmaient pas au contraire qu'un enjeu fondamental était en jeu. Recourir à la force contre les mots, c'est leur conférer un pouvoir. Et le pouvoir exige une riposte, c'est le paradoxe qui est apparu clairement ici. J'ai également constaté une division de l'opinion publique. Certains considéraient cette action en justice comme une protection nécessaire contre la diffamation, d'autres comme une tentative d'étouffer un débat gênant. Ces deux interprétations coexistent et c'est précisément ce qui rend la situation explosive. Car tant qu'il n'existe pas de cadre de référence commun, chaque action reste sujette à des interprétations divergentes. À ce stade, il m'est apparu clairement que l'histoire ne pouvait plus retrouver un équilibre paisible. Le silence était devenu trop significatif, la procédure judiciaire trop lourde de conséquences. Ce qui avait commencé comme un conflit autour de déclarations s'était transformé en une épreuve de loyauté et de transparence. Et cette épreuve aurait inévitablement des répercussions sur les relations au sein même de la famille royale. Cela a ouvert la voie à l'étape suivante, l'apparition de profondes divisions entre les membres des familles et les camps. Car lorsque le silence et les procédures dominent les échanges, les tensions se déplacent vers les relations internes. Dans la section suivante, j'expliquerai comment ces divisions sont devenues visibles et pourquoi elles dépassent largement le cadre de ce seul problème. Au fil des jours, il est devenu évident que ce conflit ne se résumait plus à une simple déclaration ou à une action en justice isolée. Les véritables tensions s'exerçaient sur des liens familiaux déjà fragilisés.
J'ai vu d'anciennes loyautés remises à l'épreuve et des positions autrefois considérées comme allant de soi devenir soudainement fluctuantes. Dans une famille où hiérarchie et harmonie sont traditionnellement censées aller de pair, cette situation a agi comme une loupe sur tout ce qui était déjà fragile. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle le dialogue interne s'est trouvé façonné par la formation de camps. Pas ouvertement, pas officiellement, mais subtilement. Qui parle à qui est informé et qui ne l'est pas. Ces questions peuvent paraître anodines, mais elles donnent le ton à la prise de décision. Lorsque la communication se fragmente, le terrain est propice aux malentendus qui s'auto-alimentent. Et c'est précisément ce que j'ai observé, le silence d'un côté, des signaux soigneusement orchestrés de l'autre. Je ne pouvais dissocier cela de l'histoire plus longue qui unissait les protagonistes. Ces dernières années ont montré combien il est difficile de concilier les limites personnelles et les attentes institutionnelles. Dans ce contexte de tension, les choix sont rapidement interprétés comme une question de loyauté ou de trahison. C'est une réduction dangereuse mais de plus en plus fréquente dans cette affaire. Elle a rendu la nuance et la prudence suspectes. Dans le contexte familial plus large, la question du précédent a également joué un rôle. Si l'on cède à la pression publique ou à une escalade juridique, quelles seront les conséquences pour les conflits futurs ? J'ai constaté que cette réflexion institutionnelle occultait parfois la dimension personnelle. Les décisions étaient prises non seulement en fonction de leur impact humain, mais aussi de leur valeur symbolique pour l'ensemble de la famille. Cela peut paraître rationnel, mais cela creuse le fossé émotionnel entre les personnes concernées. Ce qui m'a frappé, c'est la redéfinition des rôles. Ceux qui auparavant jouaient le rôle de médiateur semblaient désormais réticents. Ceux qui d'ordinaire maintenaient la paix sont soudainement devenus des symboles de passivité. Et ceux qui se situaient en dehors des instances du pouvoir ont acquis une influence inattendue simplement par leur présence au débat. Le pouvoir se déplace parfois non par l'action, mais par le contexte. Je me demandais ce que cela devait être pour ceux qui se trouvaient pris entre famille et fonction. La loyauté est rarement absolue. Elle exige des choix qui déçoivent toujours quelqu'un. Dans ce cas précis, chaque décision semblait mener à une perte. Parler risquait d'envenimer la situation, le silence d'éloigner. C'est une impasse classique désormais scrutée de près par le public. Le rôle du roi Charles III a pris une importance croissante dans mon analyse. Non pas en raison de déclarations explicites, mais en raison de ce que sa position implique. En tant que monarque, il incarne la continuité. En tant que père et époux, il se trouve au cœur du conflit. Ce double rôle rend chaque décision délicate. Ses actions et ses omissions sont inévitablement interprétées comme des principes directeurs, même lorsqu'il aspire à la neutralité. J'ai également constaté comment d'autres membres de la famille se sont repositionnés parfois consciemment, parfois par nécessité. La distance peut offrir une protection, mais elle peut aussi être interprétée comme un rejet. La proximité peut témoigner d'un soutien, mais elle peut aussi suggérer une complicité. Dans un climat de méfiance, même les gestes les plus anodins prennent une dimension politique. Cela pèse lourdement sur des relations déjà fragilisées. Les médias ont ici joué un rôle de renforcement, non pas tant en présentant de nouveaux faits qu'en suggérant des liens. J'ai constaté que les analyses parlaient de plus en plus de lignes et de blocs, comme s'il s'agissait d'un échiquier. Ce cadrage est tentant, mais il réduit les relations humaines à de simples positions stratégiques. Or, il influence la perception du public et par conséquent, le sentiment d'être reconnu par les personnes impliquées. Ce qui me préoccupait, c'était la question de savoir si ces divisions, une fois révélées au grand jour, pouvaient encore être apaisées. Les conflits familiaux peuvent se résoudre, mais les conflits publics laissent des traces. Ils créent des archives, des souvenirs et des citations qui continuent de circuler. Même lorsqu'une réconciliation a lieu en coulisses, la version publique est souvent en décalage avec la réalité. C'est ce qui rend la réconciliation fragile. J'ai commencé à comprendre que ce conflit marquait un tournant. Pas forcément à cause des décisions de fond, mais plutôt à cause de la manière dont les relations étaient exposées aux pressions extérieures. Le réflexe institutionnel de protection s'est heurté aux besoins personnels de reconnaissance. Tant que ces deux éléments ne dialogueront pas, la tension persistera. À ce stade, il m'est apparu clairement que l'affaire ne se résoudrait pas par un simple jugement. Même une décision ou un accord ne suffirait pas à apaiser les tensions sous-jacentes. Il faut davantage du temps, de la transparence et la volonté de reconnaître ses erreurs sans perdre la face. Ce sont des ressources précieuses dans un contexte où chaque mot compte. Après avoir examiné tous ces éléments, une chose est devenue claire. La dynamique interne est au moins aussi déterminante que les accusations externes. Comprendre comment ces lignes de fracture sont apparues et pourquoi elles persistent est essentiel pour saisir les enjeux. Dans la section suivante, je me concentrerai donc sur les éléments concrets qui alimentent cette tension, les documents, la chronologie des événements et la manière dont le doute s'enracine dans l'opinion publique. Lorsque les documents, les chronologies et les détails techniques ont commencé à dominer le débat, mon attention s'est détournée des émotions pour se concentrer sur les aspects techniques.
Non pas que les sentiments soient moins importants, mais parce que le doute se nourrit rarement de simples belles paroles. Il prospère grâce aux petites incohérences, aux nuances subtiles entre les déclarations, aux données qui ne concordent pas parfaitement. J'ai vu la conversation évoluer des intentions à la vérification, et c'est précisément là que se forme la perception du public parfois de manière irréversible. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle des bribes d'informations ont pris une ampleur inattendue. Une date par-ci, une heure par-là, une image interprétée différemment dès que des métadonnées étaient mentionnées. Chaque détail semblait anodin, pris individuellement, mais ensemble ils formaient un brouillard où toute certitude disparaissait. C'est ce brouillard qui met les gens mal à l'aise, non pas parce qu'ils croient immédiatement à quelque chose, mais parce qu'ils ont le sentiment que tout n'est pas clair. Et la clarté est le carburant de la confiance. Je me suis retrouvé contraint à la discipline à distinguer le tangible du suggéré. À l'heure de la surabondance d'informations, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, car la suggestion se dissimule souvent sous le couvert de l'analyse et l'analyse sous celui du fait. Quand quelqu'un dit « cela soulève des questions », cela semble raisonnable. Mais dès que ces questions sont répétées à l'envi, on a l'impression que quelque chose cloche. J'ai constaté ce mécanisme à l'œuvre ici. Le public entretient une relation particulière avec les preuves. Il aspire à la fois à la transparence et au respect de la vie privée, à la rapidité et à la rigueur. Ces aspirations s'opposent. Lorsque des documents sont évoqués sans être présentés, la méfiance s'installe. Lorsqu'ils sont présentés, de nouvelles questions surgissent. Je me suis demandé si dans un tel contexte, il arrive un moment où l'on atteint la limite. Ou bien le doute continue-t-il de s'auto-alimenter, quelle que soit la quantité d'informations divulguées? La technicité de certaines affirmations a encore compliqué la situation. Des termes comme métadonnées, horodatage et protocole semblent objectifs, presque scientifiques. Ils dégagent une impression de précision. Mais la précision hors contexte peut induire en erreur. Un horodatage indique la date de création d'un fichier mais pas la raison de sa présentation. Un protocole décrit une norme, non la garantie que chaque étape soit visible par des tiers. Pourtant, ces termes ont servi de repères rassurants et cela a séduit. J'ai constaté comment les plateformes médiatiques exagéraient tous ces détails, non pas forcément par malveillance, mais parce que la complexité capte l'attention. Un graphique est plus attrayant qu'un démenti, un schéma plus convaincant qu'une phrase rassurante. Ainsi, la conversation devient de plus en plus technique, tandis que la question fondamentale « qu'est-ce que cela signifie ?» reste souvent sans réponse. Ce changement peut donner l'impression que la vérité est une énigme à résoudre pour le public. C'est une hypothèse risquée. Le rôle de l'interprétation est ainsi devenu déterminant. Deux personnes peuvent examiner un même document et parvenir à des conclusions contradictoires selon leur point de départ. Les défenseurs de la transparence voient dans les lacunes des pistes d'investigation. Les défenseurs de la vie privée, quant à eux, y voient la preuve que tout n'a pas besoin d'être public. Ces deux positions sont légitimes, mais elles s'opposent frontalement lorsque les enjeux sont importants. J'ai constaté que mon attitude oscillait entre compréhension et inquiétude. Compréhension face à la demande de clarté-inquiétude, face à la rapidité avec laquelle le doute se mue en conviction. Le public n'est pas dupe, mais il est sensible au schéma. Dès que les signaux sont suffisamment nombreux, aussi infimes soient-ils, un sentiment de cohérence se dégage. Et cette cohérence même spéculative paraît convaincante. Ce qui entre en jeu ici, c'est l'héritage des crises précédentes. Chaque nouveau doute est perçu à la lumière des déceptions passées. Il est donc difficile de repartir de zéro. Même les explications correctes peuvent être considérées comme de simples tentatives de minimiser les dégâts. Je me suis demandé s'il existait encore une voie où les explications ne seraient pas immédiatement suspectes. Peut-être, mais cette voie exige du temps et de la constance, deux ressources rares dans un flux d'informations aussi frénétique. Pour moi, l'essence de cette phase réside dans le fait que les preuves ne sont pas seulement factuelles, mais aussi relationnelles. Elles s'inscrivent dans un réseau de confiance. Lorsque cette confiance vacille, même des preuves exactes perdent de leur force de persuasion. Il ne s'agit pas d'un plaidoyer contre la transparence, mais d'une mise en garde. L'information hors contexte peut être aussi perturbatrice que le secret sans explication. À mesure que la discussion se complexifiait, la tension restait palpable. Bien au contraire, chaque nouvelle analyse semblait renforcer l'impression qu'il y avait quelque chose à gagner ou à perdre. Cela rendait les gens plus inflexibles, moins enclins à la nuance, et une fois les positions figées, il devenait plus difficile de retrouver un terrain d'entente. À ce stade, il m'est apparu clairement que le débat ne portait pas seulement sur la vérité, mais aussi sur la question de savoir qui avait le droit de la définir. Est-ce au juge, aux médias, à l'institution ou au public? Cette question dépasse le cadre de cette affaire, mais elle est ici mise en lumière de façon criante. Et tant que cette question restera sans réponse, le doute continuera de se répandre. Ceci m'amène à l'étape suivante, le conflit entre vérité et image.
Car face à l'incertitude, les institutions ont souvent tendance à se replier sur leurs acquis, protégeant ainsi leur réputation. La question est de savoir si ce réflexe est approprié dans ce cas précis. Dans la section suivante, j'analyse comment cette tension a influencé le cours de ce conflit. Au fil de la discussion, il m'est apparu de plus en plus clairement que ce conflit se jouait à la croisée de la vérité et de l'image. C'est une tension que je reconnais ayant déjà été observée lors de crises précédentes impliquant la famille royale. Les institutions cherchent instinctivement à protéger leur réputation car celle-ci est leur raison d'être. Mais c'est là que réside le risque lorsque l'image prime, on a vite l'impression que la vérité est subordonnée à la tranquillité. Et une tranquillité trop jalousement gardée éveille la suspicion. J'ai compris le réflexe de limiter les dégâts. À une époque où chaque détail est amplifié et mis en scène, la retenue semble judicieuse. Pourtant, j'ai constaté comment cette même retenue a pu engendrer la méfiance. Non pas parce qu'il y a forcément quelque chose à cacher, mais parce que dans une culture de la transparence, la dissimulation est rapidement perçue comme suspecte. C'est un paradoxe auquel les institutions modernes sont encore confrontées. Ce qui me préoccupait, c'était de savoir si dans ce cas précis, la protection de son image n'était pas contre-productive. En restreignant le débat aux termes juridiques et aux limites procédurales, l'explication humaine a été reléguée au second plan. Cela peut apporter un répit temporaire, mais cela crée aussi un vide. Et les vides se comblent par des spéculations, des suppositions, des récits impossibles à réfuter. J'ai vu cette dynamique se déployer presque inévitablement. J'ai également constaté comment le recours à des mesures coercitives, avocats, poursuites judiciaires, menaces de sanctions, a engendré un déséquilibre des pouvoirs. Formellement parlant, c'est légitime. Mais dans l'expérience, cela donne rapidement l'impression d'une tentative d'étouffer le débat. Ce sentiment justifié ou non mine la confiance. Or, la confiance est précisément ce dont une monarchie a besoin pour fonctionner. Sans elle, il ne reste que l'autorité, et l'autorité sans confiance est fragile. Mon analyse a révélé de plus en plus clairement que la vérité ici ne se résume pas aux faits, mais englobe aussi la volonté d'expliquer. On accepte mieux la complexité lorsqu'on a le sentiment qu'elle est partagée avec sincérité. En l'absence d'explication, ou si celles-ci sont formulées uniquement en termes juridiques, il semble que l'on privilégie la conclusion à la clarification. Cela alimente l'idée que l'image prime sur la compréhension. Et cette idée est difficile à corriger une fois ancrée. Je me demandais s'il existait un juste milieu, une façon de préserver sa réputation sans bloquer le dialogue. Peut-être réside-t-il dans une communication claire et constante qui reconnaisse l'existence de questions sans les criminaliser d'emblée. Cela demande du courage car cela implique d'accepter que tout ne soit pas vérifiable. Mais c'est peut-être précisément ce dont nous avons besoin à une époque où le contrôle absolu n'est qu'une illusion. J'ai également constaté comment les médias et le public s'alimentaient d'eux mutuellement. Les médias relayaient les doutes du public, ce dernier réagissait à l'attention médiatique, créant ainsi un cercle vicieux. Dans ce cercle, chaque silence était interprété comme une confirmation de l'importance du problème. C'est un mécanisme difficile à briser, surtout lorsque les enjeux sont émotionnels et touchent à l'identité, à la famille et à l'avenir. Les tentatives pour sortir de ce cercle vicieux par des voies légales aboutissent rarement aux résultats escomptés. J'ai commencé à penser que le véritable conflit ici n'est pas tant d'ordre juridique ou factuel que culturel. Il s'agit d'attentes contradictoires en matière de transparence. D'un côté, on exige la protection de la vie privée et le respect de la dignité des institutions. De l'autre, on exige une transparence totale dès lors que l'intérêt public est en jeu. Ces deux attentes sont compréhensibles, mais elles ne sont pas toujours compatibles. Et lorsqu'elles s'opposent, des tensions apparaissent qu'aucun tribunal ne peut résoudre. Durant cette phase, j'ai également pris conscience du poids de ce fardeau pour tous ceux pris entre deux feux. Il est facile de parler de stratégie et de communication, mais derrière ces termes se cachent des personnes confrontées à la pression, au dilemme de loyauté et à la crainte d'une escalade. Cette prise de conscience a nuancé mon jugement sans pour autant apaiser mes inquiétudes. En fin de compte, les systèmes, eux, sont jugés sur leurs résultats et non sur leurs intentions. La question qui demeurait était la suivante: une institution qui s'appuie autant sur l'image peut-elle se permettre de reléguer la vérité au second plan même temporairement, ou bien faut-il privilégier l'inverse, une ouverture maîtrisée qui reconnaisse l'incertitude sans pour autant la compromettre? Il ne s'agit pas de questions théoriques. Elles détermineront la façon dont cette histoire restera dans les mémoires, quel que soit le verdict. J'en ai conclu que l'image peut être protégée à court terme, mais que la confiance à long terme ne se rétablit que par la cohérence et l'honnêteté. Non pas en dévoilant tout, mais en expliquant clairement la raison d'être de certaines limites. Tant que cela n'est pas fait, le soupçon persiste que l'image et la vérité sont en conflit. Ces considérations constituent le tremplin vers la phase finale du récit. Après l'analyse, le doute et la confrontation, la question demeure: quelles conséquences cela aura-t-il pour l'avenir? Quels scénarios se dessineront?
Dans la section suivante, je me projette dans l'avenir non pas pour prédire avec certitude, mais pour explorer les enjeux si cette tension persiste. Alors que la fumée se dissipe peu à peu, une question demeure: que signifie tout cela pour l'avenir ? Non seulement pour les personnes impliquées, mais aussi pour l'institution dans son ensemble. Ma perspective s'est instantanément élargie. Il ne s'agissait plus d'un simple conflit, d'un procès ou d'une tempête médiatique. Il s'agissait de précédents, de la vulnérabilité des systèmes symboliques lorsque le doute s'installe et devient difficile à dissiper. Ce qui m'a le plus préoccupé, c'est de constater que certaines questions, une fois posées, sont irrévocables. Même si elles sont réfutées juridiquement ou démenties par les faits, il en reste toujours une trace, un écho. Dans ce cas précis, cet écho est particulièrement fort car il touche à un point fondamental, la légitimité. Et la légitimité est l'oxygène d'une monarchie. Sans elle, tout s'étouffe lentement, quelles que soient les victoires juridiques remportées. J'envisage plusieurs scénarios. Dans le premier, l'Institut opte pour une protection maximale. Les procédures se poursuivent, les déclarations restent brèves et l'on compte sur le temps pour que l'affaire s'essouffle. Cette stratégie a déjà fait ses preuves, mais dans un contexte médiatique différent. La question est de savoir si elle est encore viable à l'ère du numérique où les archives ne tombent pas dans l'oubli et où le moindre silence peut être ravivé. Le temps est-il devenu un allié ou un ennemi ? Dans un second scénario, on parle d'ouverture maîtrisée. Pas de débordement émotionnel, pas de débat public, mais une présentation claire des faits et des procédures. Cela exige du courage car cela implique d'accepter que tout le monde ne soit pas satisfait. Mais peut-être vaut-il mieux une clarté imparfaite qu'une imprécision totale. Je me demande si cette institution, avec toutes ses traditions, est capable d'un tel changement de cap sans se trahir. Un troisième scénario le plus perturbateur est celui d'une escalade encore plus marquée où convergent les pressions juridiques, politiques et publiques. Dans ce cas, le débat se déplace des médias vers les couloirs du Parlement et les débats constitutionnels. Personne ne semble vouloir emprunter consciemment cette voie, mais elle peut se dessiner lorsque l'incertitude s'installe. L'histoire montre que les institutions s'effondrent souvent, non pas sous un seul coup, mais à cause d'une série de petites fissures qui ne sont pas colmatées à temps. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est le facteur humain. Derrière chaque scénario se cachent des personnes contraintes de faire des choix sous une pression immense. La loyauté se heurte au devoir, l'émotion à la raison. J'ai du mal à imaginer ce que c'est que de prendre des décisions qui affectent non seulement sa famille, mais aussi une nation et ses symboles. Cette prise de conscience me rend prudent dans mon jugement, mais n'atténue en rien l'urgence. Je pense aussi au long terme. Comment ce moment sera-t-il perçu dans 10 ou 20 ans ? Comme une émeute passagère éclipsée par d'autres événements ou comme un tournant décisif où il est devenu évident que les anciennes stratégies avaient atteint leurs limites. Cette question est pertinente non seulement pour les historiens, mais pour tous ceux qui sont concernés par les choix d'aujourd'hui. Car la mémoire se forge dans nos actes présents et non dans nos intentions déclarées a posteriori. Il y a aussi une leçon plus générale à tirer de cela. Non seulement pour les monarchies, mais pour toutes les institutions qui reposent sur la confiance. Transparence et confidentialité sont souvent perçues comme opposées, mais peut-être ne le sont-elles pas. Une véritable stabilité exige peut-être un nouvel équilibre où reconnaître ses doutes n'est pas un signe de faiblesse mais de maturité. C'est une idée dérangeante pour les systèmes fondés sur l'immobilité. Je me pose à nouveau une question ouverte cette fois-ci, à l'attention de tous ceux qui suivent ce fil de discussion, quand la protection est-elle justifiée et quand devient-elle une forme de repli sur soi qui cause plus de tort qu'elle n'en prévient ? Il n'y a pas de réponse unique mais ce débat est devenu incontournable. Et c'est peut-être là en soi un signe de changement. Ce dont je suis certain, c'est que cette histoire ne se terminera pas par un verdict ou un communiqué de presse. Elle aura des répercussions sur les relations, la confiance et la manière dont les conflits futurs seront abordés. Les choix faits aujourd'hui serviront de référence pour ce qui sera considéré comme acceptable. Cette prise de conscience rend ce moment plus difficile qu'il n'y paraît. Je voudrais conclure par une perspective d'avenir qui ne prétend pas être une prédiction, mais un avertissement. Les institutions qui se contentent de réagir seront dépassées par les faits. Celles qui osent réfléchir conserveront leur pertinence. La voie choisie ici déterminera la fin de ce chapitre et le début du suivant. Merci d'avoir lu jusqu'ici et d'avoir pris le temps de suivre cette histoire complexe dans toute sa complexité. Je vous invite à partager vos réflexions, non pas pour polariser, mais pour dialoguer. Car au final, il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison, mais de la façon dont nous gérons le doute, le pouvoir et la responsabilité dans un monde où le silence a de moins en moins sa place.